Le médium, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui arrive à mettre un peu en stand-by certains éléments de son cerveau qui filtrent et à capter des sensations, des messages, des images venant d'un autre défunt, une autre âme qui, elle, est libérée de son enveloppe corporelle. Je reste journaliste, donc mon objectif quand je fais une enquête comme ça, c'est pas de raconter un chemin spirituel, mon objectif c'est de raconter une enquête. Ouais. Là, des hommes ou des femmes prétendent communiquer avec des défunts, ok, on va essayer de le prouver ça. C'est pour ça que ça s'appelle la preuve, parce que j'en apporte la preuve. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Alix. Journaliste de profession, Stéphane explore depuis des années la conscience, l'invisible et la vie après la mort. La question est vertigineuse. Est-il possible de communiquer avec un défunt ? Un faux médium va être quelqu'un qui va beaucoup parler. Un vrai médium va être quelqu'un qui va dire peu de choses, mais ces peu de choses seront a priori toujours plus ou moins assez précisément en rapport avec le défunt avec lequel on essaie de communiquer. Aller voir un médium pour communiquer avec un défunt, pour savoir si on doit changer de boulot ou changer de voiture, ou etc., c'est du non-sens. Tu sais, je pense que les grandes certitudes sont plutôt des prisons que des espaces d'ouverture, et surtout face au phénomène de l'invisible, face à la médiumnité, face à l'au-delà. Si les médiums captent les messages invisibles, pourquoi ils ne gagnent jamais à l'euro-million ? Je peux pas te faire une réponse courte là. Vas-y, fais une réponse longue. Parce que les... Salut Stéphane, comment te sens-tu ce matin ? Bonjour Nico, écoute très bien, ravi d'être avec toi devant ce micro à fil. Devant ce micro à fil, oui, on en parlait. Je disais que Léna Situation a fait une interview de Rihanna et avait encore des micros à fil, donc pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Tu es ma Rihanna, je suis Léna Situation. Waouh, on va essayer. Ça occupe les mains, c'est bien, ça, voilà, c'est... Tout à fait. C'est valeur sûre. Un peu de matière, puisque là on va parler de la non-matière quelque part. On va s'envoler avec les esprits quelque part, avec ton nouveau livre, La preuve, les morts nous parlent. Ton nouveau livre que j'ai dévoré. J'ai adoré, ça m'a fait du bien. Tu sais pourquoi ça m'a fait du bien ? Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup de livres quand même de développement personnel, de spiritualité ou d'autres, par rapport à mon podcast ou mes lectures naturelles. Et là, en fait, j'ai eu l'impression d'être dans un polar. J'ai eu l'impression de lire un livre d'enquête, c'est un peu quelque part un livre d'enquête. Et tous les soirs, j'avais envie de continuer le chapitre, un peu comme une série Netflix où tu as envie d'avoir l'épisode suivant. Est-ce que tu peux me raconter un peu... D'où te vient ce livre et justement cette enquête que tu as menée ? Écoute, c'est venu un peu par hasard parce que je travaillais sur un projet à long terme complètement différent. Et puis, c'est lors d'une discussion en fait, où j'ai abordé la question de savoir si les médiums peuvent aider la police. Tu sais, on a souvent... y a des séries télévisées qui abordent ce sujet-là, ça revient souvent dans les discussions. Ouais, mais si les médiums, ça existe vraiment, pourquoi ils n'aident pas à retrouver Dupont de Ligonnès, ou etc., etc. Et moi, je connais bien la médiumnité, je sais ce qui est possible de faire avec, mais je sais aussi les limites que ça peut avoir. Et je me dis, ça serait intéressant de raconter ça dans un livre, de montrer à la fois une nouvelle fois, ce qui est moi mon travail, que la conscience ne se limite pas à l'activité cérébrale, que quand le cerveau cesse de fonctionner, on continue à vivre, et donc quand on est redevenu une âme, on peut encore commencer à continuer à communiquer d'une certaine manière avec les vivants, par l'intermédiaire notamment des médiums. Donc j'avais cet objectif en tête, et aussi de travailler sur une affaire policière qui permettrait de montrer très clairement ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et pour ça, j'ai sélectionné plusieurs cas qui avaient été apportés à ma connaissance, et notamment le cas d'Aurélie. J'avais parlé avec son papa il y a 6 ans de ça, dans le cadre d'une interview que j'avais faite de lui sur le parcours de deuil, parce que sa fille a été assassinée. Ouais. Et donc j'avais parlé au papa, je crois que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Donc j'avais souvenir qu'Aurélie était morte de façon violente, j'avais souvenir que son mari s'était suicidé juste derrière, celui qui l'avait assassiné, mais c'est tout, j'avais pas d'autres infos, et c'était important pour moi de partir d'un cas sur lequel j'ai très très peu d'infos, voire aucune, pour tu vois, éliminer une des options, une des explications de la médiumnité, qui est de dire le médium ne dit rien de précis, c'est toi qui, d'une certaine manière, lui donne des indications sans t'en rendre compte. Donc là, en partant d'un cas sur lequel j'avais moi aucune information, si ce n'est elle est morte de cette façon-là, mais je connais rien de sa vie, je connais rien de sa relation de couple, je connais rien de ses passions, etc. Je peux pas, même sans m'en rendre compte, donner des fausses indications au médium. Donc j'ai appelé le papa d'Aurélie,
Je lui ai proposé de participer à cette expérience-là. Il m'a dit, bien sûr, je connais votre travail, je sais que vous serez respectueux. Et donc, il m'a envoyé une photo d'Aurélie. Je lui ai surtout dit, ne me dites rien de plus, ne rajoutez rien, je ne veux pas me remémorer l'expérience. Je viendrai vous voir une fois que tous les tests seront faits. Donc, j'ai reçu la photo d'Aurélie. Et avec cette photo, je suis allé voir les différents médiums que je teste dans le livre, en leur donnant la photo et en leur disant, voilà, cette jeune fille est décédée, c'est la seule information qu'ils ont. Je leur dis pas quand elle est décédée, bien évidemment, je leur dis pas comment elle est décédée, je leur dis pas comment elle s'appelle, rien. Ils ont la photo. Et certains, alors quand je suis en face à face avec les médiums, ils ont la photo physiquement, mais quand je suis en visio, parce que certains médiums étaient loin, donc je les ai fait en visio, et là je montre la photo, je leur envoie même pas la photo, je leur montre la photo à la caméra de mon ordinateur, et je la pose au bout d'un moment, et on passe en audio, et là ils sont en aveugle complet. Et je raconte toute cette expérience dans ce bouquin, et ça a été... alors la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai fait tous les tests. Et une fois que tous les tests ont été faits, je les ai tous retranscrits et j'ai envoyé ce texte au papa d'Aurélie, à Pierre, et je suis allé le voir une semaine plus tard et on a ensemble examiné point par point tout ce que les médiums avaient dit. Il y avait beaucoup d'infos dont je savais qu'on était sur la cible parce que tous les médiums m'ont décrit plus ou moins précisément des circonstances qui ressemblent aux circonstances du décès d'Aurélie, de la violence, des coups, etc. Donc ça, c'était constant chez tous les médiums. Donc ça, déjà, je savais qu'on était quelque part dans un test qui avait des chances d'être réussi. Et ensuite, il y avait plein de choses que j'ignorais sur les passions d'Aurélie, sa vie, ce qu'elle a pu faire, des voyages, etc. Et tout ça est évoqué de façon convergente aussi par plusieurs médiums. Il y a même plein de choses précises qui sont dites sur le week-end où elle est décédée. Et donc ça, je suis allé le vérifier avec le papa. Et Pierre m'a partagé les dossiers d'enquête de police, le rapport d'autopsie. Donc j'avais vraiment des éléments très concrets et très précis sur lesquels juger de la précision et de la véracité des médiums. C'est pour ça d'ailleurs que je parle de polar, c'est que c'est vraiment une sorte d'enquête. Et parce qu'il y a vraiment, t'as 7 médiums, un mentaliste, Fabien Olicard, que je connais bien pour le coup pour l'avoir reçu ici, et un voyant. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une sorte d'enquête vraiment là-dedans, d'aller tester aussi et de pas y aller les yeux fermés, mais de voir quelle est la différence, parce qu'il y a tellement de personnes qui vont mélanger et dire qu'un voyant c'est un médium c'est un voyant, un médium c'est un mentaliste, ou un fin psychologue, etc., etc. Et toi, j'ai vu à quel point tu as voulu différencier tous ces typologies de personnes, et à quel point dans le livre on voit comment tu ne veux certainement pas donner raison pour donner raison. Et tu parles notamment des biais. Est-ce que tu peux nous dire justement à quel point on peut avoir des biais de confirmation ou d'autres biais cognitifs en tout cas quand on va voir un médium et qu'on cherche des réponses? Ça c'est primordial si tu veux. Moi, je reste journaliste, hein. Ça fait presque 40 ans bientôt que je suis journaliste. Donc, mon objectif, quand je fais une enquête comme ça, c'est pas de raconter un chemin spirituel. Mon objectif, c'est de raconter une enquête. Là, des hommes ou des femmes prétendent communiquer avec des défunts. Ok, on va essayer de le prouver, ça. C'est pour ça que ça s'appelle la preuve, parce que j'en apporte la preuve. Donc, effectivement, il y a plein de façons dont une personne serait capable de donner des informations sur un défunt. La première raison, c'est qu'il a triché. Il est allé choper des infos sur Internet, il a accès à des informations. Donc là, pour me prémunir de ça, le cas d'Aurélie, il est intéressant parce qu'Aurélie, elle fait partie de ces plus de 100 femmes tuées chaque année. C'est un féminicide... je dirais, c'est terrible de dire ça, mais presque banal parmi tous les féminicides qu'il y a en France chaque année. Son cas n'a pas fait l'objet d'une médiatisation importante. Je crois qu'il y a eu un seul article dans la presse régionale très laconique. Elle est morte il y a 15 ans. Donc je sais que rien qu'à partir de la photo d'Aurélie, il n'y avait absolument aucune raison que les médiums puissent avoir des informations sur elle. C'était absolument impossible. Et comme la photo, je leur donne au moment où je fais le test... Tu n'avais pas pris la photo de Lady Di, quoi. Voilà, oui. Avec Lady Di ou avec, je sais pas, Michel Fourniret. Tu vois, c'est des gens que, même si tu t'en souviens pas consciemment, le cerveau inconscient peut garder quand même en mémoire des éléments. Le collectif, quelque part. Voilà. Donc là, à ce titre-là, il y a vraiment aucune possibilité de fraude de la part des médiums. Après, l'autre biais super important, c'est les biais
ce qu'on appelle l'effet Barnum ou les biais de confirmation. C'est-à-dire l'envie que ça marche. Moi, j'ai envie que ça marche, par exemple. Ou quand je vais voir un médium, parce que j'ai perdu mon frère, ma mère, mon conjoint ou ma conjointe, j'ai envie que ça marche. Donc, même si le médium me dit des choses qui ne sont pas ultra précises, je vais avoir envie inconsciemment, et même consciemment, de les attribuer à mon défunt. Je te prends un exemple. Tu viens voir, moi je prétends que je suis médium, et toi tu voudrais communiquer avec ton arrière-grand-père, par exemple. Je vais rentrer, je vais faire mon cinéma, et puis je vais dire oui, je sens qu'il y a un monsieur avec des cheveux blancs à côté de vous, là, à gauche. Toi tu vas être ému, tu vas dire mais un cheveu avec mes cheveux blancs, c'est mon grand-père. Ouais, sauf que toutes les personnes âgées ont des cheveux blancs, donc je t'ai pas dit qu'il y avait ton grand-père. J'ai juste prétendu capter quelque chose. Donc toi, tu vas me répondre, si tu te laisses abuser par tes biais de confirmation, oui, c'est mon grand-père. Hop, moi j'ai déjà chopé l'information que c'est avec ton grand-père ou ton arrière-grand-père que tu veux communiquer. Donc je dis, il s'appelle, j'ai un prénom avec un G, Gérard ou Gérald. Et toi, tu vas dire, non, il s'appelait pas, il s'appelait René. Hop, ça y est, j'ai chopé l'information René. Et tu vois, alors, tu peux même ne pas forcément me dire son prénom, mais sans t'en rendre compte, ton attitude et ton envie que ça marche vont augmenter la croyance que je communique réellement avec un défunt, alors que je ne te donnais que des choses très très vagues et très générales. Et ça, c'est un des points sur lesquels je suis extrêmement observateur et vigilant pendant les séances que je fais avec les médiums. Quelles sont les informations qu'ils me donnent? Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est général? Est-ce que c'est vague? J'ai vraiment une lecture de ces informations-là extrêmement stricte et sévère, à tel point que parfois, des informations ont été données qui étaient exactes par rapport à Aurélie, mais moi, je les ai jugées trop générales. Donc, j'élimine ça ne me convainc pas. Ouais, et tu le dis d'ailleurs, c'est ça qui est dans le livre qui est intéressant, c'est que vraiment, quand tu fais ton enquête, il y a vraiment, ça m'intéresse, ça c'est trop de généralité, de banalité, enfin, il y a vraiment... t'essayes de voir la justesse en fait de ce qu'on t'apporte. Pour te donner un exemple, et ça c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. À un moment, le médium me dit, je vois sa pierre tombale, c'est du granit rose, granit moucheté. Il se trouve que la pierre tombale d'Aurélie est effectivement en granit moucheté rose. Mais pour moi, c'est trop vague. Tu vois, c'est trop vague. Moi, je trouve ça précis. Oui, c'est précis. Peut-être, mais je connais ce médium, donc je sais très bien que lui a perçu une information réelle et qu'il me l'a retranscrite. Mais objectivement parlant, je juge que c'est trop général parce que t'as quoi comme gamme de couleurs sur une pierre tombale en granit? T'en as 3 ou 4. C'est vrai. Donc de tomber sur la rose, pour moi, c'est pas probant. En revanche, une autre médium me dit je la vois dans son cercueil, elle a les cheveux qui sont ramenés sur le front à gauche et parce qu'il y a eu un coup à la tête. Il se trouve qu'Aurélie effectivement avait un coup sur le côté gauche de la tête et que dans son cercueil, son père me l'a confirmé, une mèche de cheveux avait été ramenée sur le front. Là, on est dans un truc qui n'est pas une coïncidence, qui n'est pas un hasard, qui n'est pas imprécis, c'est extrêmement détaillé, extrêmement précis. Et ça, c'est pour moi ce qui valide la réalité d'une communication avec un médium. Tous les tests, toutes les expériences qui ont été faites sur la médiumnité consistent à examiner statistiquement la véracité des informations données. Quand tu fais une séance avec un médium, ça va durer une demi-heure, 40 minutes. En général, au-delà, ça devient un peu répétitif. Et donc, en retranscrivant l'entièreté de la communication avec le médium, tu vas avoir 8, 10, 15 pages de texte. Et là, tu vas stabiloter les phrases en fonction de leur véracité. Tu mets par exemple une couleur bleue pour tout ce qui est très général, une couleur rouge pour tout ce qui est extrêmement précis. Et tu vois à la fin, est-ce que ton texte est majoritairement rouge, majoritairement bleu? Si c'est majoritairement bleu, c'est pas un médium. Ou c'est peut-être un médium mais qui n'est pas en forme, c'est quelqu'un qui a donné plein de généralités, ça ne prouve rien. En revanche, si tu as un texte qui est majoritairement rouge, là, tu peux statistiquement évaluer le degré de précision des informations et tu te dis, mais statistiquement, il aurait fallu une chance sur 1 million, 10 millions pour arriver avec autant de choses précises qui correspondent aux défunts. Et cet élément-là, c'est aussi ce qu'a frappé Fabien Olicard. Parce que tu vois, effectivement, souvent on dit la médiumnité, c'est juste du mentalisme, c'est juste des bons psychologues qui te font croire qu'ils communiquent avec un défunt, mais en fait, ils utilisent tous tes signaux inconscients. Donc j'ai voulu tester Fabien pour mettre ça en évidence, si c'est le cas. Merci de l'avoir fait d'ailleurs, parce que je ne l'avais jamais vu.
Et je sais que Fabien Olicard a pu faire des vidéos sur ce sujet, ou comment il se faisait passer pour un médium ou des voyants pour montrer un peu le pouvoir du mentalisme. Et j'ai trouvé intéressant que toi, qui justement est sur la preuve de la médiumnité, j'ai adoré que tu ailles chercher quelqu'un qui a pu prendre lui aussi le contre-pied. Et justement pour pouvoir bien comprendre les différences et où ça se joue. Donc vraiment merci pour ça, parce que ça m'a fait plaisir. J'attendais ce chapitre avec une grande impatience. Mais ça, j'ai pu le faire avec Fabien, parce que Fabien, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de... Oui. Il m'a avoué très honnêtement, il ne croit pas en une vie après la mort, mais il n'a pas d'opinion non plus tranchée et arrêtée là-dessus. Il ne demanderait rien de mieux que d'être convaincu. Parce que j'ai entendu parler de mentalistes qui essayent de piéger des médiums. Il y a eu des cas comme ça. Moi-même, ils ont essayé de me piéger aussi. Là, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. C'est des gens, leur objectif, c'est de te démonter. C'est pas du tout de faire avancer les choses. Fabien, lui, il a envie de faire avancer le débat, et c'est un des plus célèbres mentalistes français, donc j'ai trouvé très intéressant de le faire participer. Et donc j'ai fait avec lui exactement ce que j'ai fait avec les autres médiums, c'est-à-dire que je lui ai donné la photo d'Aurélie, sans lui dire comment elle s'appelait, sans lui dire comment elle était morte, sans lui dire etc. Rien, en lui disant, voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et Fabien, il est assez fort, il est assez bluffant même, rien qu'avec la photo d'Aurélie, il arrive à me donner des traits de caractère. Il m'a dit c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle, qui a une mauvaise opinion d'elle-même, etc. Juste à partir de la photo. Mais alors ce qui est rigolo, c'est que ça correspond effectivement à Aurélie au moment où la photo a été prise. Ça correspond à elle. Donc là, Fabien, rien qu'avec ses outils de mentaliste, il arrive quand même à décrypter des choses très très précises. Mais je lui dis, mais est-ce que tu peux me dire comment elle est morte? Il me dit, bah pas du tout. C'est pas marqué sur sa photo comment elle est morte, je peux pas le savoir. Et il me dit, et quand je lui ai raconté après comment se sont passées les séances avec les médiums, il me dit, c'est ça qui m'impressionne beaucoup, c'est que moi, en tant que mentaliste, je ne t'affirmerai jamais rien sans avoir eu la possibilité de le valider un petit peu avant. Si par exemple, tous les médiums, dès le début, et dès par exemple la première médium, Dominique Vallée, quand je lui donne la photo d'Aurélie, instantanément, 3 secondes après, elle me dit « Oh, c'est violent, je reçois des coups ». Fabien, le mentaliste, je lui dis, mais moi je ferai jamais ça. D'emblée, je n'affirme jamais quelque chose que je ne peux pas prouver. Donc le fait que les médiums soient dans l'affirmative très vite, il me dit, ça m'intrigue, et c'est une prise de risque que moi je ne ferai pas en tant que mentaliste, donc qui plaide plutôt en faveur d'une forme de sincérité et d'authenticité. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils font ces médiums, mais le fait est qu'ils affirment des choses qui correspondent à ce qui s'est réellement passé, et ça me bluffe. Et je reviens juste sur la photo d'Aurélie. La photo, elle a été prise 2 ans avant la mort d'Aurélie. Et ce que capte Fabien correspond psychologiquement à son état à ce moment de sa vie. Sauf que quand elle meurt 2 ans plus tard, psychologiquement, elle a beaucoup changé. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui vont concourir au fait qu'elle va être tuée par son mari. On ne va pas tout révéler maintenant. Sauf que l'état psychologique d'Aurélie au moment de sa mort, il n'est plus du tout l'état psychologique d'Aurélie au moment de la photo. Fabien est le seul à me décrire l'état psychologique d'Aurélie au moment de la photo. Tous les médiums me décrivent un état psychologique qui correspond à Aurélie au moment de sa mort. Elle a beaucoup évolué, elle a changé, elle a pris de l'assurance. Et elle apparaît ainsi au médium. Donc là aussi, c'est une différence, tu vois, qui permet de... Enfin, on peut entrer dans plein de détails, mais globalement, le concours de Fabien démontre sans l'ombre d'un doute que la médiumnité n'est pas du mentalisme. Et d'ailleurs, tu vas donc plus loin par la suite, puisque tu parles de voyance. Comment, toi, tu expliquerais la différence entre médium et voyant ? Là aussi, je voulais faire ce test en testant un voyant parmi le panel des gens que j'ai testés pour montrer la différence entre les deux. Globalement, s'il y a une confusion, c'est parce que les outils perceptifs sont un peu les mêmes entre un voyant et un médium. C'est une capacité ultra intuitive à capter de l'information. Sauf que le médium, lui, va capter cette information auprès de défunts et il va obtenir de la part de défunts quelques informations sur leur vie, sur leur parcours, sur les circonstances de leur décès qui lui permettent d'apporter la preuve qu'ils communiquent réellement avec un défunt. Le voyant, lui, il va capter de l'information sur le présent, le passé, le futur pour prévoir des événements futurs ou des orientations de vie du consultant qui vient le voir. À aucun moment, il ne communique avec un défunt. Il va chercher de l'information dans ce qu'on pourrait appeler, ce que certaines traditions appelaient les mémoires akashiques, ou ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, ou la conscience globale. Voilà cette espèce de cloud d'informations dans lequel nous vivons,
qui porte les informations de ta vie, de ma vie, de nos ancêtres, de notre futur. Toute l'information du monde, elle est quelque part accessible à ces voyants. Mais souvent, je l'ai vu, des gens vont voir des médiums pour communiquer avec une personne défunte et puis mélangent des questions liées à leur avenir, à leur orientation professionnelle ou amoureuse, chose qui est complètement absurde pour un médium. Un médium, il n'est pas là pour faire ça. Et le défunt, c'est pas parce qu'il est défunt qu'il a tout d'un coup accès à toute l'information nous concernant. Enfin, je veux dire, aller voir un médium pour communiquer avec un défunt, pour savoir si on doit changer de boulot ou changer de voiture, etc., c'est du non-sens. Et c'est ça que je voulais un peu préciser dans le livre. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était aussi de montrer, de répondre à cette question, parce que parfois, des gens te disent, enfin j'ai entendu cet argument de dire les médiums ne communiquent pas avec les défunts, on n'a pas la preuve de ça, ça pourrait être de la télépathie, ça pourrait être une forme de perception extrasensorielle, comme les voyants font en fait. Et donc en montrant comment un voyant travaille dans le livre, je montre la différence dans sa façon de recevoir de l'information quand il va chercher cette information, ou plutôt quand il la reçoit de la part d'Aurélie. Parce qu'il se trouve que ce voyant, c'est aussi quelqu'un qui a l'habitude de la médiumnité, plutôt spontanée chez lui, c'est-à-dire qu'il ne consulte pas en tant que médium, il ne pratique pas ça, mais de par sa sensibilité, il lui est arrivé de se retrouver avec des défunts dans la pièce, ou de sentir des présences, et de recevoir même des phrases, des mots de la part des défunts. Donc là, on a fait une séance de voyance, où il a commencé à avoir de l'information sur Aurélie, qui était juste, mais qui était assez vague en fait, assez générale, mais quand même assez juste sur certains points. Et à un moment de la séance, je lui dis, est-ce que tu peux pas, là, parler à Aurélie, lui demander, lui poser une question, lui demander de te parler. Ce qu'il a fait, et là c'est drôle, la séance a changé de nature, il a commencé à avoir des informations sensorielles beaucoup plus précises, exactement comme ce que les autres médiums avaient eu auparavant. Je ne sais pas si c'est très clair ou si je confuse tout là, dans ma réponse. C'est en fait, tu parles beaucoup aussi justement de sensations. Et je me dis, en fait, est-ce qu'un médium, quelque part, naît avec ces sensations extrasensorielles, ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Et je me dis, toi qui, quelque part, baigne de vouloir trouver justement les réponses à ces questions de la vie après la mort, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, il y a quand même quelques livres qui t'ont précédé, dont le dernier d'ailleurs, La mort n'existe pas, ou même à l'époque, tu avais fait, il y a 10 ans, le test aussi avec ton papa, le décès de ton papa et des objets qui étaient cachés dans son cercueil. T'as jamais essayé, toi, d'avoir ces perceptions? On l'a tous, sauf qu'on ne se rend pas compte, ou on n'y prête pas attention, ou on ne fait pas confiance à ça. Mais attention, quand je dis on l'a tous, on n'est pas tous médiums. Ouais. On a tous de l'intuition, on a tous une âme. Parce que qu'est-ce que c'est que la médiumnité? C'est la capacité d'entendre les messages de ton âme. Parce que ton âme, elle est en contact avec les autres âmes, elle est en contact avec le futur, le passé. Ton âme, c'est l'espace perceptif par excellence. Ton âme est en contact avec l'ensemble de l'univers et des autres composantes de cet univers-là. Donc le médium, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui arrive à mettre un peu en stand-by certains éléments de son cerveau qui filtrent et à capter des sensations, des messages, des images venant d'un autre défunt, une autre âme qui, elle, est libérée de son enveloppe corporelle. Donc on a tous une âme, sauf que toi, moi, on n'a pas été éduqués pour développer plus que de coutume cet outil intuitif. Moi, dans mon cas, j'ai eu un parcours de vie qui a fait que j'ai plutôt eu pas confiance dans mon monde intérieur, mon émotionnel, mon intuition. Donc j'ai plutôt eu tendance à ne pas l'écouter, ce qui m'a rendu plutôt bon en tant que journaliste, parce que journaliste, je ne crois que ce que je vois et ce que je vérifie. Mais en tant qu'être humain, c'était un peu compliqué parfois parce que j'étais coupé de ce monde intérieur. Mais on peut le développer. Mais on peut le développer jusqu'à un certain point. C'est un peu comme le foot, si tu veux. Tu peux savoir jouer au foot, tu peux prendre des cours, en faire assidûment. Tu ne vas pas forcément devenir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il y en a un, il n'y en a pas 36. Donc les médiums, c'est un peu pareil. Tu peux, toi, développer ton intuition, travailler avec la méditation ou avec des techniques par exemple, comme celle qui a été utilisée par le renseignement américain pour optimiser l'espionnage extrasensoriel, qui s'appelle le remote viewing, dont je parle un peu dans le livre et dont je parle dans le précédent, La mort n'existe pas. Mais tu peux pas
pourquoi est-ce que certaines personnes, comme celles que j'ai testées dans le livre, sont beaucoup plus empathiques, beaucoup plus intuitives que moi je ne le suis? Je ne sais pas, on ne sait pas. Il y a cette hypothèse que je soulève dans le livre, de savoir si des événements traumatiques dans l'enfance, la petite enfance ou le début d'âge adulte, n'ont pas participé à l'ouverture de ces outils perceptifs. Comme si les traumas vécus par plusieurs des médiums qui m'en parlent, ou de la violence dans l'enfance, avaient peut-être fragilisé cette carapace que l'on se construit tous et laissé des failles qui sont ces mêmes failles par lesquelles passent les informations extrasensorielles. Ça reste une hypothèse, on n'en sait rien. Ça. Tu sais que je pense que j'ai toujours eu un attrait, en tout cas, pour la voyance, la médiumnité. Et j'ai d'ailleurs, en réfléchissant, et je me suis rappelé de ça assez récemment, que ma grand-mère était numérologue, enfin faisait de la numérologie, elle n'était pas numérologue, mais faisait de la numérologie, comme par hasard j'en fais. Est-ce un hasard? Je ne sais pas. Et elle tirait les cartes, voire même les runes. Ouais, les runes, hein, c'est ça, comme ça qu'on dit. Donc, du coup, c'est vrai que avec ça, j'ai toujours eu un peu un pied là-dedans, mais néanmoins, mon côté cartésien m'a toujours fait un peu me dire, ouais, est-ce que c'est vraiment vrai? Et justement, là, tu l'as bien démontré, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore ton livre, c'est que vraiment, j'ai pas l'impression de lire un livre perché, j'ai l'impression de lire une enquête avec justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quels sont les biais, comme on a pu en discuter. Il se trouve que je fais des séances de numérologie, donc je suis passionné par la numérologie, et que j'ai commencé cette année, parce que c'est tout nouveau. C'est vraiment, enfin, c'est pas quelque chose qui est né il y a très longtemps. C'est cette année. Quand je fais une séance de numérologie, je ferme les yeux avant une séance pour méditer, pour être vraiment dans un instant présent, parce que je suis là pour la personne. Et donc, avant d'allumer mon petit Zoom et de papoter et de faire la séance, je prends 3 minutes de méditation. Il se trouve que j'ai des visions qui ont commencé à arriver. Donc, pour le cartésien que je suis, c'est un peu bizarre. Et ces visions, c'était des informations sur la personne que j'allais avoir. Alors attention, hein, là j'entends tous les gens qui sont pas forcément perchés, qui doivent se dire mais ce mec est fou. Je me suis posé cette question parce que je comprenais pas ce que j'avais, qui était souvent une femme qui tombe de cheval. Ok, très bien. Et je demande à la personne durant la séance, ah ben j'ai vu une fille tomber de cheval, est-ce que ça te parle? Et la personne qui me dit, bah oui, il y a 3 ans, j'ai fait une chute de cheval qui était très importante dans ma vie, qui a été très compliquée. Et j'ai eu plein de petites choses comme ça, extrêmement précises, au point de voir la jungle et un singe. Et quand la personne allume le zoom, il y a un papier jungle, un papier peint jungle avec un singe. Et là où des fois justement mon côté cartésien me ramène à ouais bon, est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, finalement le fait de vivre ça, j'en arrive à me dire mais c'est peut-être ça que quand on perçoit l'invisible, quand on perçoit l'extrasensoriel ou cette imagerie qui débarque sans qu'on comprenne pourquoi. Donc c'est pour ça que je posais un peu la question si tu avais développé ça de par justement ce que j'ai pu ressentir. La difficulté dans ton cas, c'est est-ce que tu es capable, sans qu'il y ait encore la validation de la personne que tu vas consulter, de distinguer dans toutes les pensées qui ont été les tiennes avant une consultation, qu'est-ce qui serait vraiment objectivement du ressort d'une perception extrasensorielle liée au consultant que tu vas avoir, des choses qui n'en sont pas. Ouais. Est-ce que tu arrives à faire le distinguo? Parce que le distinguo est possible. La validation de la personne va t'aider à te donner confiance. Mais elle peut t'aider aussi à observer comment est apparue cette image du papier peint avec le singe. Comment est apparue cette vision de la chute de cheval? Est-ce qu'elle s'est accompagnée d'une sensation physique particulière? Est-ce qu'elle s'est accompagnée de quelque chose de très spécifique qui serait différent d'autres pensées que tu as pu avoir avant? Et c'est uniquement en faisant ce travail d'auto-observation et de validation avec les patients que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas acquérir un tout petit peu plus de confiance avant les validations, de savoir si cette perception-là, elle est juste ou pas, et à quoi elle correspond. Parce que tu captes du papier peint, enfin tu captes de la jungle et du singe, mais qu'est-ce que ça veut dire cette info? Tout à fait. Est-ce que ça veut dire que la personne est partie en Amazonie? Est-ce que ça veut dire... Non, ça veut dire juste qu'il y a du papier peint. Donc là, tu as juste capté une information du futur. La grande difficulté, c'est ce que les médiums me partagent dans ce livre, c'est comment traduire ces sensations. Exactement. Juste pour prendre ce point-là, quand j'ai vu la jungle et le singe, je pensais qu'elle allait me dire qu'elle aimait voyager en Amazonie. Parce que c'était filtré, parce que je connais de l'Amérique du Sud.
Et souvent, tu parles justement de la différence entre les perceptions et comment quelqu'un peut être, tu vas le dire mieux que moi, mais happé par son imaginaire personnel, en fait. On a tous un inconscient. Toi, tu as un inconscient qui, dans ton inconscient, il y a effectivement peut-être des souvenirs de tes propres voyages en Amazonie qui vont bien évidemment venir inconsciemment colorer cette image qui apparaît dans ton esprit. La grande difficulté de la voyance ou de la médiumnité, c'est d'être conscient de la façon dont tu vas parasiter tes perceptions. Parce que tu les parasites forcément. Je prends souvent l'exemple d'une expérience auquel j'ai été moi-même sujet. C'était il y a quelques années de ça, à l'Institut Monroe aux États-Unis. Je faisais l'interview d'un des responsables militaires du programme d'espionnage extrasensoriel Stargate, qui a utilisé dans l'armée américaine des voyants pour faire de l'espionnage extrasensoriel. Ça marchait très bien. Les voyants étaient performants, l'équipe d'encadrement était extrêmement performante, ils avaient des résultats qui tous les ans étaient examinés par le Congrès américain qui revotait tous les ans, au vu de ces résultats, la poursuite du financement de ce programme. Donc ça marchait bien. Et je me suis, moi, soumis à une expérimentation pour comprendre comment arrivent ces perceptions extrasensorielles. Donc le militaire m'a fait installer dans une pièce isolée, j'étais sur un matelas d'eau, dans le noir complet, avec un casque sur les oreilles qui me diffusait un son Monroe, qui désynchronise mes deux hémisphères cérébraux, qui optimise encore plus les perceptions. Donc je suis sur mon lit, dans le noir, je me détends, j'ai la voix du gars de temps en temps qui vient très doucement, qui me dit vous vous détendez. Et moi je dis mais qu'est-ce que... Je voudrais essayer de sortir de mon corps, je vais essayer d'aller à Paris, voir chez moi ce que j'ai demandé à ma femme de poser sur la table, etc. Et puis quand je suis à cette réflexion, le moniteur me dit détendez-vous, oubliez tout. Enfin bref. Ouais. Et au bout d'un moment il me dit Stéphane, on va tenter une expérience, vous allez suivre mes indications et vous allez me dire ce que vous allez percevoir. Vous vous rappelez de là où vous avez interviewé notre directeur il y a 1 heure de ça ? Et 1 heure avant, j'avais interviewé le directeur de l'Institut Monroe dans une autre partie du bâtiment. On était accoudés sur une balustrade dans une sorte de véranda. Et je dis oui. Bon, vous voyez la balustrade sur laquelle vous étiez accoudés ? Je fais oui, je la remémorise. On vient de poser un objet sur cette balustrade, décrivez-moi cet objet. Et là, la première image qui me vient, je vois un verre d'eau. Donc je ne sais même plus si je le formule. Et puis assez rapidement, je vois plutôt quelque chose de rouge, un truc rond, rouge. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et je lui dis, je vois une pomme rouge. Et là, le type me dit, imaginez que vous êtes un bébé. Vous n'avez pas le mot pomme, vous n'avez aucun des concepts abstraits qui sont ceux de notre langage. Ouais. Vous devez essayer de me décrire la sensation que vous avez. Et je dis, la sensation, c'est que je vois quelque chose de rouge et de rond. C'est la sensation que ça me donne. Voilà, on arrête là. Et il vient me sortir de ma chambre d'isolation et il me dit, allez voir ce qu'on a posé sur la balustrade. Donc là, je vais avec le caméraman, je sors du bâtiment et j'arrive devant la balustrade. Et ils ont mis un ballon de basket rouge. Un ballon de basket rond. Okay. Mais alors, le plus drôle, c'est que quand moi, j'étais dans mon caisson, ils n'avaient pas encore décidé ce qu'ils allaient mettre comme objet. Et là, le militaire dit à mon ingénieur du son, qui ne travaillait pas vu qu'il n'y avait pas de son à prendre, allez poser le ballon sur la balustrade où Stéphane a fait l'interview tout à l'heure. Donc l'ingénieur du son sort avec le ballon. Moi, je suis dans ma caisse à ce moment-là, dans mon isolation. Il sort avec le ballon, et puis en allant là-bas, il se dit, tiens, je vais faire une blague à tout le monde, je ne vais pas mettre le ballon, je vais mettre un verre d'eau. Et puis en arrivant sur place, il dit, non, je vais me faire engueuler. Finalement, je pose le ballon. Ce qui est assez curieux, c'est que ce verre d'eau, moi, je l'ai capté. Donc c'est comme si j'avais aussi capté l'intention du preneur de son qui avait été avortée au final. Mais ce que je retiens de ça, c'est que ma perception extrasensorielle était juste. Tu vois, je captais quelque chose de rond et de rouge. Ils auraient pu mettre un parasol, ils auraient pu mettre, je sais pas, une banane, un ananas. Non, j'ai capté quelque chose de très correspondant à ce qu'ils avaient précisément mis. Sauf que mon esprit inconscient, du rond et du rouge, j'ai traduit ça par la pomme. Pourquoi ? Parce que j'étais marqué par la pomme rouge dans Blanche-Neige et les 7 nains. J'en sais rien. Mais mon cerveau a immédiatement construit quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je montre dans le livre, notre cerveau, il ne peut pas ne rien faire face à des informations cognitives qui lui arrivent. À plus forte raison, quand c'est des informations extrasensorielles qui sont fragiles, subtiles, notre cerveau construit
instantanément. C'est son boulot. Notre cerveau ne peut pas faire autre chose. Et donc la grande qualité des médiums, là où ils sont bons ou pas bons, c'est dans leur capacité à avoir un temps de pause entre le moment où ils ont la perception qui leur arrive et le moment où leur cerveau va fabriquer de la forme, du contenu ou de l'interprétation là-dessus. C'est ce qu'ils appellent traduire la perception. Certains médiums sont très bons à ça, c'est-à-dire qu'ils arrivent à donner l'information brute, mais on observe quand même dans les séances, ça je l'ai vu à titre privé quand j'ai fait plein de séances de médiumnité, tests, au fil des années qui ont passé, mais je l'ai vu aussi pendant cette expérience-là. Là où se situent des approximations ou des erreurs, c'est quand le médium interprète un peu trop vite des perceptions qu'il a, et sans s'en rendre compte. Et le meilleur moyen de se prémunir de ça, c'est de se concentrer sur les premiers temps de la séance. Les premiers temps de la séance, le médium est tout seul, il n'a pas de retour, il ne pose pas de questions, il capte et il dit ce qui lui vient. Et il donne des informations. Et ça, c'est particulièrement frappant, notamment avec un des médiums qui s'appelle Pierre Jonas, qui, lui, dans ce premier temps, capte toutes les informations. Mais comme une boule avec les informations. Et dedans, il y a une information sur la mort d'Aurélie, il y a une information sur ce qui s'est passé 24 heures avant, il y a une information sur ce qui s'est passé 2 mois avant. Mais tout est rassemblé dans une espèce de concentré, pouf, qui arrive dans le médium, sensoriellement, et que le médium essaye de déployer et de comprendre lui-même. Et ça, ça, pour moi, c'est peut-être la grosse surprise de cette enquête, c'est de m'avoir permis de comprendre aussi la façon dont l'information venait de cet autre monde, de ce monde invisible où sont les défunts. Les défunts sont plus des individus de chair et d'os, évidemment. Ouais. Sont plus des individus avec des cordes vocales, sont plus des individus avec un cerveau et une abstraction intellectuelle qui est celle qui nous permet d'avoir un échange et une conversation maintenant. La façon dont les médiums donnent de l'information, ça n'est pas en disant des phrases, ça n'est pas en expliquant quelque chose. Mais justement, c'est ce que tu dis, la médiumnité ne permet pas de parler aux défunts. C'est pas une conversation. Tous les médiums ou les films dans les séries qui te montrent des médiums communiquer en discutant avec un défunt comme on discuterait, c'est faux, ça n'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Alors je fais juste un petit écart pour la série Ghost Whisperer que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui elle est assez juste justement, parce que j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller la revoir avec, je ne sais plus comment s'appelle cette actrice, mais c'est assez frappant parce que dans cette série, on voit précisément ce que les médiums m'ont partagé. C'est-à-dire, c'est d'abord sensoriel. Les médiums ne voient pas visuellement nécessairement tout de suite le défunt, comme je peux te voir moi maintenant, mais ils vont capter sa sensorialité, ils vont capter sa présence, ils vont avoir des sensations corporelles se rapportant aux sensations corporelles du défunt. Donc là, en l'occurrence, Aurélie est morte en étant tapée, en recevant des coups. Tous les médiums vont ressentir ces coups. Et il y a une médium, la première au début, qui essaye justement dans sa tentative de traduire ce qu'elle ressent. Elle se pose la question à un moment, est-ce qu'elle est tombée malade, est-ce qu'elle s'est suicidée, etc. Mais elle en revient toujours aux coups, parce qu'elle sent les coups. Et le fait de ressentir les coups la fait revenir à l'authenticité de la communication avec Aurélie, sans la faire partir sur des fausses pistes que son esprit intellectuel aurait pu lui proposer, tu vois, pour interpréter quelque chose. Et donc toi, tu es au démarrage où tu as des sensorialités qui sont justes, qui correspondent à des éléments cohérents avec les clients que tu as en numérologie, mais tu ne peux valider que certains éléments qu'après coup. Oui. Et donc, il faut que tu sois assez vigilant et prudent à ne pas prendre trop confiance dans ces ressentis et à toujours garder à l'esprit que ces ressentis ont besoin d'être compris. Et avec le temps, tu vois, moi aujourd'hui j'ai 57 balais, j'arrive à ressentir des choses subtiles et avoir plus confiance parce que j'ai plusieurs décennies d'expérience où j'ai compris comment je fonctionnais. Ouais. Je comprends comment mon inconscient fonctionne un petit peu. J'ai fait beaucoup d'expériences en état modifié de conscience, d'expériences chamaniques, j'ai fait de la méditation, j'ai fait de la thérapie aussi, où j'ai réglé des gros problèmes des gros dossiers, je dirais. Ouais. Et donc ça a permis qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir une plus grande capacité à comprendre comment je fonctionne. Et que quand j'ai une idée qui surgit, je sais que cette idée, elle va
plus avoir à faire avec mes peurs, mes désirs, mes croyances, ou au contraire, elle va être complètement déconnectée de ça, et là, elle aura plus de chances d'être une sorte de perception extrasensorielle juste. Mais ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai vraiment, entre guillemets, pris la confiance pendant un mois et demi à peu près, où c'était d'une justesse assez incroyable, et du coup, j'étais dans l'attente de presque de magie que ça faisait vibrer chez moi, de voir des choses qui s'avéraient être vraies. Et quand à un moment donné j'y mettais tellement de pression, ça s'est totalement arrêté, et tout d'un coup je n'avais plus rien qui venait, et il a fallu attendre quelques mois que je passe à autre chose quelque part, et que je recommence à faire des séances sans aucune attente pour que ces fameuses visions reviennent. Donc comme quoi, encore une fois, moi j'aime bien parler de ce que je vis. Je demande à personne d'y croire ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais que j'imagine comme toi, parce que toi ça fait 20 ans quelque part, tu le dis d'ailleurs, hein. En 20 ans j'en ai croisé beaucoup des médiums. Ces faux médiums ne captent rien, sinon leur projection inconsciente. On en a discuté, mais toi ça a commencé avec la perte de ton frère, et ça a été une quête quelque part de découvrir ce qu'il y avait après la mort. Et c'est vrai qu'après 20 ans, aujourd'hui tu dois avoir quand même tu as une expertise en fait sur ce que tu as vu, qui est totalement impossible à décrire quelque part avec la science ou des chiffres, et que toi tu n'as jamais pu expliquer finalement. Disons qu'effectivement pendant 20 ans j'ai enquêté sur ce sujet-là de plein d'angles différents, donc ça m'a permis d'acquérir à la fois une confiance dans les éléments de preuve qui attestent que notre conscience ne se limite pas à notre activité cérébrale, donc il y a quelque chose de nous qui survit à la mort du corps. Ça c'est aujourd'hui attesté, démontré, et puis j'en ai fait l'expérience aussi, en vivant des expériences chamaniques assez hors normes. Et puis voilà, les médiums s'inscrivent pour moi dans cet ensemble de sujets que j'ai traités, où effectivement le premier médium que j'ai vu, c'était il y a 19 ans de ça. Je l'ai testé, comme tu l'as dit, avec une photo de mon frère. Je suis allé le voir, j'ai posé la photo de mon frère, un jeune homme d'une trentaine d'années, et le premier truc qu'a ressenti le médium, c'est j'ai un coup à la tête, j'entends un bruit de tôle de voiture qui se froisse, j'ai l'impression qu'il est mort dans un accident de voiture, mon frère est mort dans un accident de voiture en prenant un coup à la tête. Voilà, et a suivi plein de choses très précises, se rapportant à la vie de mon frère Thomas, à sa mort, etc., etc. Et donc, depuis 19 ans, je teste des médiums, je soumets à des protocoles de plus en plus compliqués. Celui-là, il est extrêmement complexe, extrêmement difficile. C'est un gros facteur de stress pour les médiums qui y ont participé. Mais justement, les résultats obtenus sont absolument indiscutables sur le fait qu'ils ont réellement communiqué avec une personne défunte, parce que toutes les informations qu'ils donnent, elles ne peuvent pas s'expliquer par des coïncidences, par le hasard, par des biais cognitifs ou autres. Elles ne peuvent s'expliquer que par la présence d'Aurélie. Mais je reviens sur ce que tu disais par rapport à tes propres perceptions. Tu vois, la médiumnité, elle est décriée dans notre société parce que voilà, on pense encore que c'est une affaire de croyance ou que c'est des charlatans, etc. Moi, c'est pas tellement les charlatans qui m'inquiètent le plus, parce qu'il y en a évidemment, il y a des gens qui abusent de la crédulité des gens. Ce qui m'inquiète, c'est des gens qui n'auraient pas eu ta vigilance, qui n'auraient pas eu ton discernement, et qui, à partir de ces quelques expériences que tu as eues, qui ont été validées, s'imaginent être médium. Et s'imagine être devenu infaillible. C'est-à-dire attendre plus d'avoir forcément une validation de la personne, mais se dire tout ce que je sens, c'est juste. Et ça, j'en ai rencontré un paquet. Et ça, j'en ai testé. J'en ai même testé un dans le cadre de ce livre. Je rentre pas dans le détail parce que c'était juste caricatural, mais voilà, c'est une personne qui se croit vraiment médium et qui, quand j'ai donné la photo d'Aurélie, est partie dans des banalités New Age complètement tartignoles. Cette personne doit être sincèrement convaincue d'être médium, elle l'est absolument pas. Et ça, j'en ai rencontré des brouettes. Mais comment on fait aujourd'hui ? Parce que le milieu de la spiritualité, avec le développement personnel et justement les réseaux sociaux et tout ce qui ressort aujourd'hui, on peut, enfin moi je parle pour moi, mais vite se sentir un peu perdu aussi, justement entre toutes ces différentes façons de faire, mais même justement en termes de médium, il y en a plein, des voyants, il y en a plein, et toutes nouvelles nouveautés de pratiques qui vont permettre en général d'aller mieux, parce que c'est le but la plupart du temps. Comment on peut réussir aujourd'hui à avoir son propre discernement et ne se pas laisser influencer par tout ça ?
Dans le cadre de la médiumnité, ça sert à communiquer avec un défunt. Point. Tu vas voir un médium uniquement pour avoir un petit élément de preuve que le défunt avec qui tu voulais communiquer, c'est réellement lui qui t'a donné l'information. Donc pour ça, le médium, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin de discuter. Tu vas le voir, éventuellement il a besoin d'une photo de la personne défunte, donc tu lui donnes la photo, et puis tu te tais, et tu dis rien. Et puis tu vois ce que le médium dit. Et tu vois s'il commence à parler à tort et à travers, à dire plein de grands trucs, pour essayer de voir comment tu réagis, etc. Bon, soit c'est un médium qui se croit être médium mais qui ne l'est pas, soit c'est carrément un charlatan. Donc en aucun cas ne prends au sérieux ce qu'il va te dire. Si en revanche tu restes parfaitement silencieux et que tu ne valides pas, tu ne dis rien quand il te pose une question, et qui t'en pose peu d'ailleurs, et qui commence à te dire c'est marrant, je ressens ci, je ressens ça, je ressens un étouffement, et si par exemple je ressens un étouffement, si tu vas le voir pour ta grand-mère qui est morte effectivement d'une insuffisance respiratoire, bon bah là tu peux juste te dire au médium ça me parle, ou continuer. Et là, tu vois les éléments qu'il va donner. Il ne va pas te faire des grandes révélations. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils disent « Oui, votre grand-mère s'appelle Claudine, elle a caché un truc à votre intention, d'ailleurs, dans le tiroir de l'armoire que vous avez récupéré chez votre grand-mère. » Non, ça, c'est dans les films. Ça n'existera pas. Un défunt, il va batailler pour essayer de donner sensoriellement un ou deux détails un peu précis qui pourront te permettre d'avoir la certitude que ce détail, ça ne peut pas être une coïncidence, ça ne peut pas être un hasard. Tu vois, je repense à une séance qui était une séance forte avec la mère de ma fille que j'avais fait dans une batterie de tests que j'avais fait il y a une quinzaine d'années. La mère de ma fille a perdu sa grand-mère quelques années auparavant. Et donc le médium est en communication avec cette grand-mère. Il donne quelques informations assez correspondantes avec sa fin de vie. Et puis, mais pas plus, c'est tout. Et à la fin, le médium dit à la mère de ma fille « C'est marrant, votre grand-mère me dit au revoir mon petit Gapouli, je ne comprends pas le mot qu'il dit, mon petit Gapouli. » Et là, la mère de ma fille a été extrêmement émue parce que cette grand-mère était provençale, et elle appelait tout le temps la mère de ma fille mon petit Garipouli, qui veut dire mon petit lapin en provençal. Ouais. Voilà un mot précis qui ne peut ni être une coïncidence, ni être un hasard, ni être je ne sais pas d'où ça vient. La mère de ma fille ne pensait pas à ce mot-là à ce moment-là, donc ça peut même pas être de la télépathie, enfin ça n'a aucun sens de dire ça. Donc voilà, et c'est tout. On sort toujours d'une séance avec un médium frustré. Toujours. Parce qu'on va voir un médium, en vrai, au final. C'est une vraie question. Non, parce que en fait, quand on parle, étant donné qu'on reste silencieux et qu'on capte vraiment les peu de choses qui vont vraiment faire dire que c'est la personne disparue, mais qu'on n'aura effectivement pas un secret de famille révélé ou des choses qu'on voit dans les films, quel est l'intérêt finalement d'aller consulter c'est une vraie question. Si tu trouves, et si les gens qui nous écoutent là disent ça n'a pas d'intérêt, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Pour moi, l'intérêt de la médiumnité consiste pour des gens qui ont besoin d'avoir une preuve ou un début de preuve que leur défunt vit encore quelque part et que le monde spirituel peut être peut-être une réalité, autre chose qu'une croyance, ça peut ouvrir cette porte-là. Une consultation. Ouais. Et je l'ai vu chez beaucoup de gens en deuil, j'ai vu des parents en deuil qui, après une consultation, ont vu leur chemin de deuil s'orienter d'une façon très différente parce qu'ils se sont dit waouh, purée, mon garçon il est peut-être encore quelque part. Je veux dire, s'il arrive vraiment à communiquer avec un défunt, donc ça change, ça peut commencer à changer une vision du monde. Ça va pas résoudre la douleur, ça résout pas le deuil, c'est pas un médicament, c'est pas un téléphone avec l'au-delà qui te permettent d'aller toutes les 3 semaines consulter ton fils ou ta fille en passant par un médium. C'est pas le cas. C'est un petit point dans un parcours de deuil qui peut avoir un effet temporairement apaisant, ça peut avoir un effet d'ouverture sur un questionnement spirituel qui était absent de ta vie auparavant, c'est tout. Mais c'est énorme, mais c'est tout. Ouais. Et moi, les premières séances, cette séance avec le médium que je te racontais, là, que j'ai fait il y a 19 ans, je suis sorti frustré de ces 45 minutes. Frustré, parce que j'avais pas eu plus. Pourquoi il m'a pas dit qu'il s'appelait Thomas? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ci? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit ça? Et après, en réécoutant l'enregistrement,
là, je me dis, mais je suis quand même un petit peu con, parce qu'il me donne quand même beaucoup d'éléments, quoi. Je veux dire, tomber là-dessus par hasard, c'est pas des coïncidences. Enfin, il m'a décrit l'accident de voiture, il m'a décrit le caractère un peu particulier de mon frère, il m'a décrit des éléments de sa vie, etc., etc. Parce que l'attente était là, mais l'attente est énorme. Donc, pour répondre à ta question, comment faire ? Voilà, avoir conscience de son attente et avoir conscience des limitations de ce que va pouvoir offrir une séance de médiumnité. C'est colossal, une séance de médiumnité, ça t'ouvre. Si toi, tu es comme moi je l'étais, très rationnel, très cartésien, très fermé de ces trucs-là, tu veux pas entrer dans les croyances, ça peut ouvrir une brèche dans ta réflexion qui va t'inciter ensuite à lire des livres, à enquêter, etc. C'est déjà énorme. Mais voilà, ça n'est pas... tu vas pas avoir un médium pour savoir comment tu dois vivre, pour savoir comment tu dois faire tel ou tel choix professionnel. Et si on en vient à la voyance, qui, elle, peut parfois apporter des réponses justement sur des grandes questions existentielles, est-ce que cet homme, cette femme, c'est une bonne rencontre ? Est-ce que ce métier, c'est ce que je dois faire, etc. Un voyant peut avoir des éléments de réponse intéressants à ce sujet-là. Mais moi, je ne suis pas très fan, à titre personnel, parce que j'aime pas laisser à quelqu'un d'autre le pouvoir de décision sur ma vie. Je sais que des éléments de mon futur peuvent être captés, peuvent résonner et peuvent être captés par une personne qui peut les obtenir, mais il peut se tromper tellement dans l'interprétation qu'il va faire de ces éléments que j'ai pas envie de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre de décider de ma vie. Et je me souviens juste d'une réflexion que m'avait fait Maude Christen, qui est une voyante assez connue et extraordinaire. Maude a cette coutume, par exemple, quand elle commence une consultation, de dire à la personne en face d'elle, je vais vous dire des choses que je capte sur vous, vous allez me dire si c'est juste ou pas. Si c'est juste, ça veut dire que je suis bien branché sur vous, et là on peut continuer la séance. Si je me trompe, c'est pas bon, et on arrête, et vous me devez rien, et au revoir. Voilà un bon réflexe de voyant. Le voyant que je teste dans le livre, La Preuve, Alexis Tournier, est quelqu'un d'extrêmement sérieux qui a découvert le remote viewing, donc cette technique pour optimiser la vision à distance, et ça lui a permis de se rendre compte de tous ces biais interprétatifs inconscients qu'il avait. Donc je sais qu'Alexis aujourd'hui travaille avec cette vigilance et ce discernement. Il sait que tout ce qu'il capte, tout ce qu'il ressent n'est pas juste. Voilà, c'est ça important aussi. Mais c'est l'humilité, j'ai l'impression, quelque part. Ouais. Et c'est de vrai ne que pas souvent, se croire tout puissant face à l'invisible, et de savoir qu'on peut se gourer. C'est l'humilité dans tous les cadres de la vie. C'est vrai que regarde à la fin des matchs de rugby ou de foot, on interviewe le meilleur buteur et puis ils te disent ouais, c'est un travail d'équipe, moi tout seul je suis pas un bon joueur. Bon voilà, tu as une humilité quand tu es sur un terrain de rugby, tu sais très bien que c'est pas toi qui as marqué l'essai, que c'est toute l'équipe qui te l'a permis de le faire. Voilà, quelle que soit l'activité, quelles que soient les prouesses que peut faire une personne, quel que soit son domaine, tu vas reconnaître quelqu'un de juste dans cette humilité-là. Donc effectivement, il faut l'attendre aussi de la part des voyants, de la part des médiums, qui, à plus forte raison, parce que justement ils emploient un outil subjectif, fragile et subtil, doivent être conscients de cette humilité-là. Et moi, les rayons de librairie sont remplis de bouquins de médiums qui t'expliquent que j'ai communiqué avec un tel, j'ai communiqué avec un tel, je vais tout vous expliquer de long en large et j'ai tout compris. tu vois ce que j'en pense, quoi. Tout à fait. J'ai des petites questions, réponses rapides. Est-ce que les réponses rapides, tu es capable? Je suis trop bavard, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, j'adore t'écouter et donc tu ne seras jamais trop bavard. Mais là, testons en tout cas. Question-réponse rapide. Est-ce que parler à un médium, c'est se reconnecter à nos proches ou juste à notre besoin d'y croire? Parler à un médium, c'est se reconnecter avec l'évidence que l'on peut et qu'on est connecté avec nos proches. 7 médiums, une enquête, des morts qui parlent, c'est Colombo ou Ghost en livre? Les deux. Les deux, tout à fait. Après ce livre, tu penses qu'il restera encore des sceptiques? Je pense, parce que le scepticisme, c'est quand même une disposition saine. Il faut qu'on reste sceptique. Tu sais, je pense que les grandes certitudes sont plutôt des prisons que des espaces d'ouverture, et surtout face au phénomène de l'invisible, face à la médiumnité, face à l'au-delà. Moi, je sais que ce monde invisible existe, mais je suis incapable de te le décrire, de savoir comment il marche, de savoir quelle nature c'est. Je pense que c'est tellement colossal que c'est inaccessible à mon raisonnement. Donc, il faut rester dans le scepticisme, c'est sain. Que réponds-tu à ceux qui n'y croient pas du tout? Lisez mes livres. C'est pas une affaire de croyance.
C'est une affaire d'enquête et de réflexion. C'est comme si tu disais, est-ce que tu crois que la Lune est dans le ciel? Est-ce que tu crois que, je sais pas, les opérations au cœur ouvert, ça existe ou pas? Bah non, documentez-vous, quoi. Le monde spirituel est saturé d'ego et de blessures inconscientes. Tu t'inclus dans le lot parfois? Pour moi, c'est pas le monde spirituel qui est saturé d'ego c'est ce que l'on en fait ici. Le vrai chemin spirituel, c'est un chemin où justement l'ego est la première chose à déconstruire. L'ego est un véhicule pour traverser l'existence, c'est pas le but. Est-ce que je m'inclus dedans? Bah écoute, j'essaye de pas trop l'être, mais bien évidemment, c'est un chemin, c'est un long chemin. En tout cas, ça sort là de mes questions-réponses rapides, mais ce que j'aime chez toi, c'est justement cette humilité que tu dégages. Et c'est très appréciable, parce que justement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a une astuce pour opérer vite un faux médium? Vite, pas nécessairement, mais face à un faux médium va être quelqu'un qui va beaucoup parler. Un vrai médium va être quelqu'un qui va dire peu de choses, mais ces peu de choses seront a priori toujours plus ou moins assez précisément en rapport avec le défunt avec lequel on essaie de communiquer. Un médium qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de choses, tout et son contraire, c'est un faux médium. Tu dis que la médiumnité n'est pas prise au sérieux, c'est à cause des charlatans ou parce que ça fait trop peur? Les deux, c'est à cause des charlatans, c'est à cause de nos croyances matérialistes dans cette société qui a tendance à rejeter tout ce qu'elle ne comprend pas. Et puis je pense effectivement peut-être la peur aussi de ce monde de la mort qui est effrayante dès lors qu'on ne s'y intéresse pas en fait. Ouais. Est-ce que les médiums voient vraiment les morts ou juste ce qu'ils veulent voir? Quand on les teste, les médiums peuvent faire la preuve qu'ils voient vraiment les morts. Si les médiums captent les messages invisibles, pourquoi ils ne gagnent jamais à l'euro-million? Je peux pas te faire une réponse courte là. Vas-y, fais une réponse longue. Parce que les perceptions extrasensorielles sont des perceptions sensorielles. Les nombres, les chiffres, les mots, les concepts, les abstractions ne sont pas sensoriels. Donc capter une information, par exemple les numéros du loto, c'est extrêmement difficile pour un médium parce que il faudrait traduire. Comment est-ce que tu traduirais une succession de chiffres en éléments sensoriels? Il y a une expérience qui a été tentée par des chercheurs pour justement contourner cette problématique-là. C'est un peu complexe. On sait en voyance ou en perception sensorielle qu'on peut capter le futur. Donc des chercheurs ont fait une expérience le lundi en demandant à un voyant de se projeter dans un endroit le vendredi suivant et de voir sur la table située dans cet endroit quel fruit était posé dessus. Est-ce que c'était un ananas ou est-ce que c'était une pomme? On avait le résultat de cette expérience-là. Et le vendredi suivant, les résultats des cotations en bourse étaient connus et on savait si tel marché avait été monté à la hausse ou monté à la baisse. Donc si le marché était monté à la baisse, on posait une pomme. Si le marché était monté à la hausse, on posait un ananas. Tu comprends? Sauf que l'information du fruit, elle a été déjà captée le lundi précédent, avant que le marché ne soit orienté. Donc le lundi, en fonction du résultat, j'ai capté une pomme, j'ai capté un ananas, l'équipe de recherche faisait du boursicotage pour parier soit à la hausse, soit à la baisse en fonction des résultats qu'ils avaient obtenus, et ça marchait. Waouh! Et ça marche. Comme quoi? Ah ouais, c'est marrant. Mais tu vois, ça demande un protocole complexe, ça demande une connaissance du phénomène complexe, et c'est un peu ce que j'explique dans le livre aussi, rapporté aux affaires policières. On pourrait résoudre des grandes énigmes policières. On pourrait retrouver des personnes disparues, on pourrait résoudre des cas qui sont non résolus aujourd'hui. Il y a quelques jours, on a jugé de l'affaire Jubilard, on n'a jamais trouvé le corps de cette pauvre femme qui a été tuée sans doute dans des circonstances similaires à celles d'Aurélie. On pourrait résoudre ce cas ou apporter des éléments grâce à la médiumnité. Mais ce n'est pas de la magie. Il faut pour ça sélectionner des médiums compétents. Il faut savoir comment ça se passe pour monter un protocole qui permette d'obtenir une information exploitable. Il faut que les policiers soient ouverts à ça, que le juge d'instruction soit aussi ouvert et que le médium puisse être intégré à une équipe d'enquête. On pourrait le faire. Sauf qu'on vit dans un monde qui n'y croit pas, donc qui déjà a installé un débat biaisé par rapport à ces phénoménologies.
Et ensuite, spontanément, les soi-disant médiums qui se manifestent quand il y a des grandes affaires policières comme ça sont en général des gens qui confondent tout, qui sont médiums comme moi je suis le pape, et qui participent à une décrédibilisation du phénomène. Voilà. Mais ça serait possible, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs il y a quelques alors moi, je vais dire mois, voire années. Il y avait eu une disparition en Bretagne d'une jeune fille. C'est assez récent puisque justement ça avait émergé sur TikTok des apprentis médiums qui disaient qu'est-ce qui est arrivé à la jeune fille. Est-ce qu'elle avait été assassinée? Est-ce qu'elle avait fugué? Si elle avait fugué, où? Et ça avait créé même des premières pages dans des journaux. De telle TikTokeuse a dit, apprenti médium a dit que... mais au point où les médias s'emparent de TikTok pour dire où a disparu telle personne, qui, quelques jours plus tard, est revenue chez elle... parce que c'était une fugue avec son copain. Je sais plus exactement. Mais tout ce qu'avaient dit les médiums était totalement faux. En tout cas, tout ce qu'avaient dit les apprentis médiums sur TikTok était totalement faux. Mais c'est sûr que comment on peut avoir une bonne image quand on va aller récupérer des vidéos de TikTok? Ouais, mais c'est ça. Il te viendrait pas à l'esprit de dire qu'une personne sur TikTok se prétend agent secret et puis est en train de t'expliquer tout ce qui se passe au sein du Kremlin et ce que décide Poutine. Pourquoi est-ce que tout d'un coup un TikToker qui se prétend médium pourrait être cru parce qu'il dit ces mêmes choses? Non. Pour savoir ce que pense Poutine ou ce qui se passe au milieu du Kremlin, il faut un certain nombre d'éléments d'espionnage humain, technologique, qui demandent des compétences, qui demandent une expertise, qui demandent un protocole. Et là, tu peux obtenir des bouts d'informations qui vont peut-être être un peu utiles et exploitables. Il en va exactement de la même chose avec la médiumnité ou la voyance. C'est pas magique, c'est pas un truc... où avec un coup de baguette magique, tu vas avoir l'adresse, etc., d'une personne disparue, ou tu vas avoir des éléments de sensorialité. Donc un médium peut savoir déjà si une personne est morte ou vivante, mais ça demande un travail, ça demande une expertise. Et un des éléments prépondérants, c'est qu'il faut que le médium ne soit totalement ignorant de la cible sur laquelle il travaille. Donc déjà, les gens qui entendent une information à la télé, aux journaux télévisés, et qui disent « Ah moi je sais », déjà, il y a un biais considérable. Et puis, moi je connais pas un médium sérieux, notamment ceux que j'ai testés, qui d'eux-mêmes spontanément va se manifester auprès de la police. Personne ne leur demande. Personne ne leur demande. Si on vient les chercher, éventuellement, ils peuvent apporter leurs compétences, mais personne ne leur demande. Déjà, un mec qui se présente à la police en disant « Je sais où est le corps », c'est le meurtrier. Enfin, pour les flics qui ne croient pas à ça. Et c'est arrivé à un des médiums du test, de la preuve. Ouais. D'avoir des informations trop précises sur un cas, et pourtant c'est lui qui avait été sollicité, c'est pas lui qui spontanément était allé voir les flics, il a été sollicité, et comme il a des informations extrêmement précises sur là où était le corps, il a été suspecté, il a été emmerdé, il a dit c'est la dernière fois que je fais ça, moi, dernière fois. Il faudrait renverser beaucoup de croyances pour commencer à exploiter intelligemment ses perceptions. Si Aurélie était là, qu'est-ce qu'elle te dirait aujourd'hui, tu penses? Aurélie est là et elle m'a dit plein de choses. Qu'est-ce qu'elle... Enfin, là, pour toi, selon toi... Oui, non, mais je plaisante. Oui. Ouais. Mais je plaisante pas, non, Aurélie est là. Et tu sais, on me dit, tu m'as posé la question d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce livre, d'où vient l'idée, etc. Ce livre, il n'aurait pas pu être possible sans le concours d'Aurélie. Pourquoi est-ce qu'elle a participé à cette expérience? J'en sais rien. Elle me connaît pas, on se connaissait pas du temps où elle était vivante. Je connais pas ses parents, j'ai pas de lien avec eux. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de complètement étranger à ma vie. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté de participer et de venir, médium après médium, se manifester en donnant ses détails, en replongeant dans un moment de sa vie qui n'est pas le moment le plus reluisant, le moment de son départ? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour rassurer ses parents? Est-ce que c'est pour aider les hommes et les femmes qui vont lire ce livre et qui vont, grâce à elle, tout d'un coup avoir un autre regard sur la vie après la mort? Peut-être. Moi, ce que je retiens, c'est que c'était une femme extrêmement généreuse. Tu vois, tous les médiums l'ont capté, par exemple. Elle était volontaire et bénévole dans une association qui venait en aide aux enfants. Voilà, c'est pas marqué sur sa photo qu'elle était bénévole et qu'elle s'occupait d'enfants malades. Plusieurs médiums l'ont capté. Donc elle avait cette générosité en elle. Et il y a aussi, moi, quelque chose qui m'a frappé. D'ailleurs, c'est drôle, tu as évoqué le plaisir que tu as eu à lire ce livre. Ça peut paraître paradoxal parce que c'est une histoire vraie et c'est une femme qui est morte de féminicide. Oui, son histoire est tragique. Et pourtant, cette dimension violente et tragique de sa mort,
pour moi aussi, elle était secondaire dans le travail qu'on a fait ensemble. Parce qu'Aurélie, pour moi, aujourd'hui, pour les médiums, pour tous ceux qui l'ont capté, c'est une femme heureuse, c'est une femme épanouie, c'est une femme qui n'est pas prisonnière du drame dans lequel elle est partie de cette terre. Elle n'est pas bloquée dans la douleur, elle n'est pas bloquée dans la souffrance, elle n'est pas prisonnière de ça. Et ça, c'est aussi un élément pour moi vraiment important à partager dans ce livre, c'est qu'on n'est pas bloqué dans la mort qui a été la nôtre. Tu vois, on ne se pose pas cette question-là quand tu perds ta grand-mère ou ton grand-père qui meurt à la fin d'une longue vie ou d'une longue maladie. Mais souvent, cette question peut surgir quand tu as perdu ton enfant dans un accident ou dans un attentat ou d'une maladie subite et inattendue. Tu peux te dire, mais il n'était pas prêt, c'était pas l'heure, est-ce qu'il sait qu'il est mort, etc. Et en fait, le cas d'Aurélie, mais ça rejoint aussi ce que j'ai beaucoup entendu, quelles que soient les circonstances de notre mort, qu'elles soient prévues, entre guillemets, ou non prévues, qu'elles soient inattendues ou violentes ou pas violentes, c'est un passage. Et on n'est pas bloqué dans ce passage après coup. Pas systématiquement. Tu vois, ça aussi, c'est une image qui est trop véhiculée par le cinéma ou certaines séries de mondes infernaux, d'amérantes ou je ne sais quoi. Ça appartient, je crois, beaucoup à la fiction. Dans la réalité, Aurélie va bien aujourd'hui. Elle va bien, malgré ce qui lui est arrivé. Et je tiens à dire, parce que c'est vrai que quand je dis que j'ai pris du plaisir à lire ce livre, c'est la façon dont tu l'as écrit et l'enquête que tu mènes. Et je tiens à spécifier quand même que ça m'a touché, cette histoire. Au-delà, justement, j'ai même, pendant que je lisais le livre, j'étais content encore une fois, hein, mais de cette idée que tu aies pris un féminicide et de remettre ça aussi à nouveau à jour, parce que, comme tu dis, ça arrive beaucoup trop souvent et il y a encore beaucoup trop d'émissions qui sont faites sur le sujet. Non pas qu'on ne devrait pas faire d'émissions là-dessus, mais c'est parce qu'il y a tellement de victimes que ça continue encore à faire les titres quelque part. Et toi, que tu aies pris cet exemple-là, je trouve que ça fait du bien aussi de continuer à remettre ce sujet, en tout cas sur le devant, quoi. Bah, c'est vrai que cet aspect-là, il est important. Ouais. En 2010, il y a eu 157 femmes qui ont été tuées par leur conjoint en France. C'est un chiffre plus ou moins stable suivant les années. Alors, cette année, c'est un peu moins, mais bon, c'est toujours bien trop. Et moi qui ai subi, c'est peut-être aussi un des éléments qui a participé au choix de l'histoire d'Aurélie, c'est que moi aussi j'ai subi des violences quand j'étais enfant. Alors j'en suis pas mort, hein, bien évidemment, mais j'ai subi la violence d'un homme. Et ça, c'est quelque chose qui me rend extrêmement sensible peut-être à ce qu'a pu traverser Aurélie. Parce que voilà, on a tous nos problèmes, on a tous des dossiers non réglés, on a tous des traumas, petits ou grands, qui peuvent concourir à se faire qu'on ait de la colère en nous. Voilà, moi j'ai vécu pendant des décennies avec une colère qui me rongeait le bide. Cette colère, j'ai eu il était comme une évidence que je n'avais pas à la faire subir aux autres. Je la subissais moi-même, mais je n'avais pas à la faire subir aux autres et à la projeter sur ma fille, sur mon entourage, sur mes proches. Donc les hommes qui ne font pas ça, je comprends pas. Et enfin c'est un peu con ce que je dis, mais c'est pas que je comprends pas, c'est que ça m'est plus qu'incompréhensible. Ça m'est insupportable. Ça m'est insupportable. Et dans ces cas de féminicide, voilà, un homme qui est fort, qui est physiquement plus fort, qui va utiliser cette force physique pour avoir raison, pour imposer des choses, ça m'est insupportable. Et c'est peut-être quelque chose que j'avais envie d'explorer et de comprendre aussi, même s'il n'y a rien à comprendre, avec Aurélie qui a subi ça et qui en est morte. Merci de le rappeler, parce que je pense que justement au-delà du livre, c'est un beau message qui est passé là pour toujours rappeler ce qui se passe aujourd'hui et à quel point ça ne devrait pas exister, tout simplement. Donc ton livre, c'est aussi ça, c'est un combat contre les violences faites aux femmes, au-delà de l'enquête autour de la médiumnité. Du coup, je ne sais pas comment terminer cet épisode, parce que c'est vrai que là, on est rentré dans quelque chose d'assez fort et que je trouve encore une fois très, très touchant. Mais je reviendrai quand même là-dessus sur
l'humilité que tu dégages et justement ce livre, si j'ai pris, tu vois, si tous les soirs j'avais envie de le lire et de continuer à suivre justement l'aventure quelque part des médiums et de l'histoire d'Aurélie qu'on découvrait petit à petit, c'est quelque part un livre qui soulève encore des questionnements. Si, j'ai quand même envie de te demander, pour terminer, est-ce que tu penses avoir fait le tour de la question ou est-ce que tu penses qu'il y a encore peut-être un livre qui naîtra autour de la vie après la mort? Faire le tour, bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Le travail que j'ai fait jusqu'à présent, que ça soit dans La mort n'existe pas, qui est disponible en poche d'ailleurs maintenant, ou que ça soit dans La preuve, j'apporte des éléments qui permettent de considérer rationnellement que la vie se poursuit après la mort. Mais c'est le début du questionnement, c'est pas la fin. Parce que qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment? Qu'est-ce que je deviens quand j'ai plus ce visage de Stéphane? Quand j'ai plus ce cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire être encore en vie? Qu'est-ce que ça veut dire être en vie au-delà du temps et de l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, qu'est-ce que ça veut dire sur ce que je porte aujourd'hui? Tu vois, on a l'impression que l'intégralité de Nico, l'intégralité de Stéphane, c'est ce visage, cette identité, cette personnalité qui échangeons, ces deux personnalités qui échangeons pour l'instant. Et pourtant, on n'est pas ça. On est bien plus que Nico, bien plus que Stéphane. Il y a quelque chose au fond de nous. Tout ce travail que j'ai fait depuis 20 ans m'a appris que j'ai une conscience fondamentale, tu as une conscience fondamentale, on peut appeler ça notre âme, qui existe avant qu'on soit né, qui continuera d'exister après qu'on soit mort, et qui est potentiellement notre plus grande identité, même si la notion d'identité, elle aussi, elle est très fluctuante et très fragile, mais c'est notre essence. Donc l'exploration de cette essence, les retrouvailles le plus souvent possible avec cette essence au quotidien dans ce monde, sont des choses précieuses. Tu vois, on a sans cesse l'impression d'être seul ou de ne pas avoir les outils, de ne pas être en capacité de traverser cette existence qui nous paraît parfois absurde, qui nous décourage, alors qu'on a le plus beau des guides à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre âme. Et alors je ne sais pas si je vais écrire là-dessus, mais je sais que à titre personnel, en tant qu'être humain, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver au quotidien maintenant, la retrouvaille et la relation avec cette dimension que je porte, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à vivre de façon intelligente en comprenant que derrière l'absurdité de ce qui nous entoure, il y a quand même un sens et quelque chose d'harmonieux. Bah dis donc, j'attends quand même le prochain livre, hein, si c'est sur ce sujet, ça sera génial, je n'en doute pas. On peut retrouver ton livre, La preuve, que je montre ici à la caméra. Je mets le lien dans la description. On te retrouve sur Instagram également. Tu l'as dit, La mort n'existe pas est sorti en poche. Et on va te retrouver aussi dans Expérience extraordinaire en juin prochain. Et oui, effectivement. Au Grand Rex. Je n'ai plus la date. Et le 6 juin, je crois, Oui, il me semble que c'est le 6 juin. Le 6 juin. De toute façon, je mets là en description. Ça va être un gros événement. Je suis ravi que tu y participes. J'y étais l'année dernière. J'ai adoré cette journée. Et donc, ravi de savoir que tu seras intervenant. Et beaucoup plus tôt, le 31 janvier, je participe au congrès Conscience Invisible, qui est à Paris, à l'Alhambra. Avec pas mal d'autres intervenants. Parfait, de toute façon je mets tous les liens dans la description. Toutes les infos sont sur ma page Insta aussi. Toutes mes autres conférences, je fais faire pas mal de conférences à travers la France, donc tout est sur la page Insta. Et ben génial, tout est en ligne également dans la description, comme ça les gens peuvent aller voir directement. C'était un plaisir Stéphane en tout cas. Merci beaucoup Nico, c'était chouette. Et je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Stéphane a pu t'inspirer, en tout cas à découvrir ce monde de l'invisible. En tout cas, sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire sur Spotify. D'ailleurs, c'est nouveau, tu peux laisser des commentaires, j'y réponds. Ça crée une véritable communauté. Merci beaucoup en tout cas d'ailleurs de me suivre aussi sur Osez by Nico, l'Instagram, et de tous les messages que je peux recevoir. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!